Mon bonjour à tous et à tous et merci d'être nombreux vraiment cette fois-ci pour la sixième webinar d'Indie Time en collaboration cette fois-ci avec le studio Indie Time. Je pense qu'on va pouvoir attaquer après ces trois bonjours et ces remerciements puisqu'on a la majorité des personnes qui sont connectées. Donc je suis ravie de vous présenter ce webinar sur l'éco-conception dans l'univers du meuble, bien sûr, ce qui nous intéresse le plus euh, dans cette équipe aux personnes connectées. Donc, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Louise Decroix, je suis responsable du studio IndieTime et du développement produit de façon plus générale chez IndieTime. IndieTime, donc entreprise que vous connaissez pour la plupart, mais qui est spécialiste de la conception et de l'importation depuis 15 ans en provenance d'Inde, mais aussi d'Indonésie et du Vietnam. Et le studio IndieTime, donc notre belle équipe de créatifs qui vous accompagne pour développer vos collections de meubles. Donc moi j'accompagne depuis à peu près 5 ans divers acteurs, des marques françaises, européennes, e-commerçants et fabricants aussi internationaux dans la création de mobilier. Je tiens à le préciser d'emblée, je ne suis pas une experte en éco-conception, mais je me considère comme une praticienne en transition. Depuis 2024, on intègre progressivement ces enjeux dans nos méthodes de travail, du brief produit à la fabrication, bien sûr. Et cette transition, elle a été accompagnée par plusieurs acteurs, notamment un premier bilan carbone qui a été effectué par IndieTime en 2024 pour l'année 2023 avec le cabinet Newell. Une formation aussi à l'éco-conception et je remercie toute l'équipe de l'organisme Eco-Impact avec leur Eco-Impact Academy qui m'a aidé aussi à améliorer mes pratiques. Et je tiens à préciser que le contenu qui va être partagé aujourd'hui s'appuie notamment sur beaucoup de travaux de référence, comme ceux de la FCBA, donc l'Institut technologique Forêt Cellulose Bois Construction Ameublement, l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, l'ameublement français également, ou encore deux éco-organismes majeurs de la filière de l'ameublement que sont Écomaison et Valdelia. Voilà, je tiens à tous les remercier et je vous conseille vraiment de les suivre. euh, voilà, pour vous pouvoir suivre leurs informations, suivre les actualités et vous renseigner aussi sur les accompagnements que vous pouvez avoir avec eux, qui sont vraiment très enrichissants, en tout cas qui enrichissent mon travail depuis 2 ans. Et donc, venons-en à l'objectif de ce webinaire, c'est de partager une démarche de terrain, nos apprentissages, mais aussi d'ouvrir la discussion avec vous sur les façons d'agir concrètement en tant que professionnel de mobilier. Voilà, j'espère que tout le monde est arrivé pour cette petite introduction et on va attaquer le vif du sujet. L'éco-conception, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? J'aime bien prendre la situation à l'envers, c'est de se dire bah, qu'est-ce qu'un produit qui n'est pas éco-conçu? On peut prendre une caricature très rapidement, par exemple une table qui serait fabriquée sans réflexion préalable sur les matières premières, produite dans un pays très éloigné, sans traçabilité, on n'a pas d'informations, difficilement démontable, irréparable, dont la fin de vie n'a jamais été anticipée. Voilà, c'est vraiment le pire des scénarios. Et c'est du coup un scénario d'économie linéaire. C'est on extrait, on produit, on utilise, on jette. J'aime beaucoup ce schéma qui l'explique super bien. L'idée du coup à l'inverse d'un produit éco-conçu, c'est qu'il a un cycle de vie circulaire. On part aussi d'économie circulaire. Donc voilà, ça part de l'extraction des ressources, la fabrication, le transport, l'usage, la réparabilité, tout est pris en compte. Et ce que j'aime beaucoup dans ce schéma, c'est que, à titre personnel, on se rend compte que recycler, c'est vraiment le dernier maillon au final de valeur ajoutée vertueux de l'économie circulaire. Et finalement, savoir réparer, même réutiliser, c'est beaucoup plus intéressant. On en reparlera un petit peu après, mais c'est des choses que j'ai apprises dernièrement. Recycler, c'est top, mais c'est vraiment monocritère. C'est un levier d'amélioration produit, mais c'est pas le plus vertueux. Voilà, donc je vous le disais, ça passe vraiment l'éco-conception par des enjeux spécifiques. Ça passe par le choix des matériaux, et donc la fabrication, le transport, l'usage de façon générale, c'est-à-dire se questionner sur la durabilité de produits, mais aussi se questionner sur la fin de vie. Donc, je parlais du recyclage, mais aussi de la réutilisation. Il y a l'ADEME qui fait une meilleure définition que moi encore, que je vais vous citer. Voilà, l'éco-conception, c'est une approche préventive qui consiste à intégrer les critères environnementaux dès la phase de conception d'un produit
ou d'un service tout en maintenant ses performances techniques, fonctionnelles et économiques. Voilà pour la partie un peu plus scolaire pour vous remettre en situation. Et après se pose la question de pourquoi en parler maintenant, pourquoi l'éco-conception. Il y a trois raisons. Alors les raisons sont multiples, mais trois raisons principales. Premièrement, bien sûr, la crise environnementale. Il y a un épuisement des ressources certain, une pollution, un réchauffement climatique. Je ne vous apprends rien. On est tous plus ou moins engagés à ce niveau-là avec des démarches RSE internes ou pas dans les entreprises. Mais voilà, c'est une réalité euh, de la situation. Il y a aussi des évolutions réglementaires, donc qu'on soit engagé ou non. Les exigences croissantes sont portées par la loi AGEC, j'en reparlerai après, mais aussi les directives européennes qui sont en train d'être mises en place, voilà, vont nous obliger à se questionner sur l'éco-conception. Et enfin, les pressions sociétales. Effectivement, les consommateurs, on en reparlera aussi après, sont de plus en plus exigeants et attentifs à l'impact environnemental des produits. Voilà pour la petite introduction, on pourra en reparler après. Je voulais vraiment rentrer dans le vif du sujet, pardon, avec vous là-dessus, en parlant des outils et de la législation. Il y a beaucoup de questions. Moi-même, je n'ai pas toutes les réponses, on pourra en parler à la fin, mais voilà, je vais vous faire un rapide exposé de ce qui se fait aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a rien d'obligatoire. Donc, il existe déjà de nombreux outils d'évaluation, d'amélioration ou d'aide à la prise de décision pour faire de l'éco-conception. Mais il faut bien comprendre, j'espère que ce schéma va vous aider. Des outils, il en existe des dizaines et des dizaines, hein, je vais vous en citer deux, trois, que la plupart sont des fois monocritères, des fois multicritères, des fois qualitatifs, des fois quantitatifs. Et donc, ils prennent en considération la manière d'évaluer et en plus, ils prennent en considération parfois qu'un point de vue, qu'un angle. Donc, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'outils qui sont performants et qui aident à l'éco-conception, mais il n'y a encore rien de global à ce jour. Par exemple, faire un bilan carbone, donc l'empreinte carbone, c'est un outil quand même international et très intéressant, hein, disons-le, vraiment poussé, mais qui est quand même monocritère. Il s'intéresse qu'à l'éjection carbone et il y a d'autres points comme l'épuisement des ressources, de l'eau, etc., qui sont aussi intéressants. Nous, à ce jour, IndyTime, je vous l'ai dit, je pense, juste avant, on a effectué notre premier bilan carbone là, en fin 2024 sur l'année 2023 et sont ressorties des choses tout de même assez intéressantes. J'en reparlerai un peu plus après, mais on se rend compte que les processus de fabrication et l'achat des matières premières sont les plus énergivores au final, ont plus d'impact carbone. C'est plus de la majorité de nos émissions carbone. Là où, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans le grand import, hein, puisque nous travaillons avec l'Asie, et nous en sommes fiers d'ailleurs, le transport et le fret sont pas ce qui a le plus d'impact. Alors bien sûr, ça a un impact et on a des leviers d'amélioration à ce niveau-là à travailler, mais effectivement, voilà, vous remarquez que la partie conception et fabrication et sélection des matières, choix des produits, c'est ce qu'il y a de presque le plus important pour diminuer notre empreinte carbone. L'autre ici que vous voyez dans ce petit visuel, ça se concentre plus sur les dépenses énergétiques, on va dire, enfin l'empreinte carbone de l'équipe, de l'entreprise, etc. Donc moins le produit. Autre chose intéressante, c'est qu'on se rend compte que bien que ce soit le bois de manguier chez nous qui soit le plus fabriqué et importé, vraiment en majorité, le métal a une empreinte carbone beaucoup plus forte chez IndyTime alors qu'il est utilisé trois fois moins dans les produits. Donc, réflexion intéressante sur le métal, j'en reparlerai après, c'est nous, un des leviers en éco-conception qu'on travaille, c'est la diminution d'utilisation du métal. L'acacia ici est faible, mais sachez que c'est aussi, ça représente l'utilisation faible d'acacia dans nos produits, là où le manguier, en fait, sur l'année 2023 en tout cas, a été le plus utilisé. Voilà pour l'empreinte carbone. Il y a aussi, par exemple, des indices de réparabilité, indices de recyclabilité. Ça, on le voit de plus en plus, qui sont assez intéressants. Encore une fois, ils sont monocritères, parfois quantitatifs, parfois qualitatifs. Aujourd'hui, pour résumer, l'outil d'éco-conception le plus complet, si je peux me permettre, ça reste l'ACV. Donc, c'est l'analyse du cycle de vie. Il est multicritère, il est quantitatif. On obtient en fait, quand on fait ACV, un score.
un score produit qui nous permet du coup d'évaluer voilà, le produit. Vous pouvez être accompagné par plusieurs organismes, notamment EcoImpact, hein, qui fait les ACV des produits pour en faire un petit peu de pub, parce qu'ils m'ont accompagné personnellement et aussi IndyTime. Voilà, c'est l'outil le plus développé, mais ça reste encore une fois des outils qui ne sont pas obligatoires. Ce sont des pistes d'amélioration pour la conception de vos produits. Et puis aussi d'évaluation, prise de décision, création de levier. Je vous parlais du levier de diminution du métal. Voilà, ça peut vous accompagner. D'un point de vue label, environnementaux et certification, il y en a plusieurs. Le plus connu, je pense que vous le connaissez tous, c'est le FSC. On parle aussi de PEFC, mais on va dire que ce label est moins utilisé, moins exigeant et du coup moins répandu. Aujourd'hui, c'est le FSC vraiment qui est devenu international et qui concerne la traçabilité du bois. Donc ça, c'est un label assez intéressant qui est même demandé par beaucoup de marques, d'acheteurs, de retailers français de plus en plus. J'en parlerai un peu après. Nous, IndyTime, cette année, on se fait justement auditer FSC en tant que chaîne d'approvisionnement pour pouvoir justement importer de façon propre les produits FSC en bois FSC qu'on développe. Et ensuite, il y a d'autres écolabels, même de critères de santé assez connus comme NF Environnement, etc., qui permettent voilà, de porter une valeur ajoutée sur vos produits. Je vous conseille vraiment vivement, on vous partagera hein, les infos après ce webinaire si ça vous intéresse et les références, de vous intéresser encore une fois à leurs actualités et aux possibilités avec ces organismes qui certifient ces choses-là. Il y a encore une fois aucun label ou certification qui sont vraiment obligatoires aujourd'hui pour le moment, à part en France, pardon, pour le mobilier intérieur, les COV. Mais voilà, ça reste encore une fois une démarche d'amélioration et pas une obligation. Et donc, quand on parle obligation, on parle législation, et je tiens quand même à vous dire que, il y a quand même pas mal de lois qui sont déjà mises en place. Alors à l'échelle européenne, ce sont les deux que vous voyez ici, donc la CSRD et le SPR. Je vérifie pour pas dire de bêtises, mais c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive et aussi l'Eco-Design for Sustainable Products Regulation, excusez mon accent, qui sont mises en place à l'échelle européenne. Aujourd'hui, en 2025, ça ne touche que les entreprises pour la CSRD de plus de 500 salariés. Sachez que dès l'année prochaine, on descend à 50 millions. Alors, il y a pas mal de personnes connectées. On travaille avec pas mal de partenaires, plus ou moins gros, et je sais que ça va commencer à en toucher certains. Et dès 2027, c'est de 10 à 250 salariés. Donc, ça va tous nous toucher. Donc c'est très important de suivre ces actualités, cette législation. Et enfin, le SPR va plutôt être mis en place courant 2028. Mais voilà, idem, c'est super important de suivre ces lois, mais on va y avoir, pas avoir le choix, pardon. Et au niveau de la France, il y a deux lois. Donc la loi AGEC qui est déjà mise en place. Donc la loi AGEC, c'est l'anti-gaspillage et l'économie circulaire. Je vous en parlais avant, qui en fait impose progressivement des obligations de recyclabilité, de traçabilité, d'information environnementale. En fait, elle pousse à plus de transparence sur l'impact produit et valorise beaucoup les produits labellisés. Je vous parlais avant des labels. Et enfin, alors moi, c'est ce qui personnellement m'intéresse le plus en termes d'éco-conception pour la fabrication et pour la partie design de mes équipes, c'est l'affichage environnemental. Il va normalement être mis en place à partir de 2027. On n'a pas encore tous les critères, mais tous ces critères donneraient un score, encore une fois, au produit. Un peu comme l'ACV qui n'est pas obligatoire, mais là, voilà, ça serait mis en place obligatoirement. Et donc, voilà, il va être très important de suivre ces actualités. Donc voilà, même si je peux me permettre, vous n'avez pas d'engagement fort encore dans vos entreprises, sachez qu'on n'aura pas le choix dans quelques années, voire moins, voilà, de s'y adapter. Donc c'est important d'anticiper et d'intégrer dans le processus de développement produit des démarches d'éco-conception dès maintenant. On ne peut pas s'engager dans tout. Ça, je pense que c'est un message important. Mais notre démarche vertueuse, elle doit être faite de compromis, c'est vraiment le mot, et centrée sur les leviers qu'on peut activer à notre échelle. Comme on essaye de le faire chez IndyTime et au studio IndyTime, il faut réussir à cibler les bons outils. Ça, c'est du travail, hein, trouver les bons outils. Je vous en ai parlé de quelques-uns, mais il y en a beaucoup et surtout l'adapter à notre secteur d'activité. Justement.
Allons-y, ça va peut-être être un peu plus concret et vous intéresser. Comment on s'y prend, nous, aujourd'hui, chez IndyTime et au studio IndyTime pour la partie conception? Euh, alors, il faut savoir que notre démarche, elle reste jeune. Elle a 2-3 ans, mais elle est quand même structurée sur plusieurs piliers. Euh, les premiers sont déjà la sélection raisonnée des matériaux. Alors ça, on a de la chance, c'est-à-dire que les standards IndyTime, depuis 15 ans, sont quand même centrés sur une qualité milieu de gamme premium, voire haut de gamme. Et donc, on s'est déjà toujours centré sur des matériaux comme le bois massif, le métal et la pierre, et surtout des produits, enfin des matériaux locaux, pardon, en provenance aujourd'hui d'Inde, d'Indonésie et du Vietnam. Mais voilà, on s'intéresse vraiment à utiliser des essences locales comme le manguier, je vous en ai parlé, l'acacia, le teck pour l'Indonésie, le rotin, le canage également. Et on est en recherche quand même de matériaux recyclés. On s'intéresse aux matériaux recyclés de façon générale, comme le tech recyclé qui est super intéressant et super sympa même en termes de design et de rendu. Et d'autres matériaux, par exemple, en ce moment, on s'intéresse à trouver du métal recyclé. Donc voilà, premier levier qui est quand même très intéressant et en même temps logique pour nous qui était dans une démarche déjà de durabilité depuis pas mal d'années chez IndyTime. Ensuite, il y a aussi la collaboration avec nos fournisseurs, nos fabricants. C'est intéressant de travailler avec plus de fournisseurs qui sont labellisés, certifiés, de les accompagner à se certifier. Nous, aujourd'hui, on travaille avec plus en plus de fabricants qui sont ou qui se certifient FSC, par exemple. Nous-mêmes, je vous l'ai dit, on se certifie FSC en tant que chaîne d'approvisionnement, puisque c'est une obligation en fait pour que le produit soit FSC à la fin, à la vente. Et voilà, et après, ça passe aussi bien sûr par un accompagnement voilà, un peu plus social, des audits et dans une démarche d'amélioration avec des valeurs de partenariat. C'est super important chez Anytime et au studio Anytime, auprès de nos fournisseurs, nos fabricants, nos partenaires et aussi nos clients. Et enfin, ça passe aussi par la diminution progressive du métal, qui, comme je vous l'ai dit, est la résultante de notre bilan carbone d'un point de vue éco-conception, qui est un des gros points sur lequel on veut travailler. Ce n'est pas tout. Comment on s'y prend chez IndyTime? On fait ce qu'on appelle la conception responsable. On a un premier outil, nous, qu'on a créé en interne. Certains qui sont connectés aujourd'hui le connaissent. Sinon, pareil, on pourra vous le partager si vous le souhaitez à la fin. On a un outil de notation interne. C'est en fait un tableau qui nous permet d'avoir un score sur chaque produit qu'on va développer pour nos clients, chaque produit qu'on va designer. Quand on fait une inspection de prototype, en tout cas quand on crée le produit dans sa finalité, on a un tableau qui nous permet de sortir un score qui est aujourd'hui sur 10, donc qui a été mis en place en 2024, avec, je vais en parler un peu après, mais pas mal d'éléments pris en compte, comme les matériaux, comme l'optimisation, la réparabilité, la recyclabilité. Et cette année, grâce notamment aux formations et à une constante amélioration, on revoit cette note pour qu'elle soit plus précise et pondérée. Elle va être mise en place dans les prochaines semaines pour encore une fois voilà, améliorer notre outil. Pourquoi nous on a choisi un outil de notation comme ça qui donne un score au produit? Parce qu'on anticipe au maximum l'affichage environnemental qui va arriver en 2027 et du coup on prépare les fabricants, on prépare l'équipe, on prépare nos clients aussi à s'habituer à avoir une notation et à se poser ces questions. Et enfin nous d'un point de vue design et conception, ça nous permet de prendre en compte dès le départ tous ces points de façon un peu automatique. Ça permet d'avoir des bons automatismes sur comment je peux améliorer le produit, le rendre plus éco-conçu. Et pour vous, acheteurs aussi, c'est une façon aussi de le rendre plus économique parfois. Donc c'est assez intéressant. Et donc, ça passe, je vous le disais, par la réflexion sur l'optimisation. L'optimisation, c'est quoi? C'est par exemple utiliser pour des meubles salle de bain dans le fond, ben, on n'a pas besoin d'avoir des parties complètement fermées, il peut y avoir des parties ouvertes. On peut diminuer le gaspillage, diminuer les chutes. Ça passe aussi par réduire le volume, réduire le poids pour avoir moins d'impact au niveau de la logistique. Il y a la prise en compte de la réparabilité aussi avoir certaines parties de meubles qui sont universelles ou de la quincaillerie universelle internationale avec des marques qui se trouvent partout. Voilà, ça permet d'avoir une meilleure réparabilité. Ou encore prendre en compte la recyclabilité, c'est-à-dire la possibilité de séparer les différents matériaux et aussi d'avoir des matériaux recyclables. Il faut savoir qu'un produit, plus il a de matériaux différents, plus ça va être difficile de le recycler puisqu'il va falloir séparer
les différents matériaux du produit. Et ça pose problème. C'est-à-dire que même si vous avez que des produits, des matériaux recyclables dans votre produit, il se peut qu'ils ne soient pas recyclés. Je vous donne une information là qui n'est pas indiquée, mais qui me revient, qui est réelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'ameublement, il n'y a que 40% en France des produits qui sont réellement recyclés. Donc la recyclabilité, c'est bien, c'est important, mais au final, voilà, il n'y a que 40% aujourd'hui. Alors, j'espère que ça va s'améliorer, que les processus vont s'améliorer, mais il faut savoir, voilà, c'est encore une fois un critère, mais c'est pas le meilleur ni un critère global. Et donc notre outil de notation, il est basé sur tous ces principes pour s'assurer que nos produits soient le plus éco-conçus possible. Et d'un point de vue un peu plus importation, un peu plus indie time, historique, c'est important pour nous, c'est toujours lié à la conception, hein, de développer des produits de plus en plus démontables, sans forcément euh, s'éloigner de nos standards de qualité, c'est-à-dire toujours faire, je vous montre des cas concrets après, mais toujours faire du bois massif, de la qualité, des choses qui sont durables, mais travailler quand même ce qu'on appelle le KD, knockdown, c'est-à-dire sur des produits qui peuvent se démonter, donc ça minimise le volume. Parfois le poids, voilà, la manutention, ça facilite la logistique, donc ça a quand même d'autres avantages que juste l'impact environnemental. Mais voilà, c'est un des leviers importants pour nous. Et enfin, bien sûr, l'emballage. Donc nous, on a mis en place depuis 2024, j'espère pas dire de bêtises, 2023-2024, ce qu'on appelle l'éco-packing. Donc, c'est un emballage sans produits qui ne sont pas recyclables, c'est-à-dire principalement plastique, mousse, donc majoritairement en carton pour nos clients, partenaires IndieTime, et on en fait au maximum la promotion, parce que ça reste une option aujourd'hui, et l'idée, c'est d'augmenter progressivement la part de produits euh, emballés écologiquement pour nos clients. C'est possible pour la plupart des produits, notamment en bois en métal ou les produits plus légers, c'est un peu plus compliqué pour les produits aujourd'hui en marbre, en pierre, en travertin, terrazzo, qui sont plus lourds, où c'est un peu plus dur à développer aujourd'hui, mais on y tend et on est toujours encore une fois dans une démarche d'amélioration continue. Voilà, j'ai parlé un peu plus de cas concrets, peut-être que ça rendra la chose plus réelle pour vous. Et puis des fois, c'est vraiment des actions très simples, mais qui ont beaucoup d'impact. Par exemple, premier projet, pour un partenaire, on devait développer une gamme de tables, tout simplement, assez contemporaine, assez commerciale, qualitative, en bois et en marbre. Donc vous avez ici, par exemple, donc c'est table à manger, table basse et table gigogne d'appoint. La version avec les pieds en marbre, qui est très belle, très élégante, qui en soi paraît durable et sera robuste, hein, parce qu'on était plus dans de la fabrication premium. Et l'avant-après, qu'est-ce que c'est? La démarche d'amélioration, ça a été d'accompagner finalement ce partenaire à se poser la question, est-ce qu'on ne ferait pas du tout bois? Ok, c'est pas le brief de départ, c'est pas le sujet, mais ça a plusieurs avantages. Et il y en a beaucoup, et quand on y réfléchit, alors premièrement, c'est toujours très intéressant pour quelqu'un qui développe du produit, acheteur, importateur, designer, le prix, clairement, on va être quand même économiquement beaucoup plus intéressant. Les matériaux auront beaucoup moins d'impact. On sera sur du tout bois, donc empreinte carbone abaissée, hein. On sait que le marbre, la pierre, bien que ce soit un matériau durable et qualitatif, est issu de carrière, donc ça a quand même des procédés assez énergivores. Et en plus, ça pose des questions des fois sociales en fonction de comment sont gérées les carrières. Donc c'est un peu plus problématique là où le bois, voilà. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des lois comme le UDR qui nous oblige à vérifier la traçabilité du bois, à s'assurer que les forêts soient gérées. Donc c'est quand même des processus qui sont beaucoup plus vertueux aujourd'hui. Ensuite, ça diminue le poids. Et c'est vraiment pas négligeable en termes, encore une fois, d'empreinte carbone, de logistique. Ça diminue en tout cas la taille du packing. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit juste avant, le marbre, il a besoin d'être coffret, là où le bois est plus résistant. Empreinte carbone, j'en ai parlé. Ça améliore aussi sa réparabilité. Encore une fois, vous avez qu'un seul matériau dans un produit, donc il n'y a pas à séparer les matières, donc il y a beaucoup plus de chances que le produit soit pardon, recyclable. C'était le sujet de la recyclabilité. Et même la réparabilité du bois, par exemple, c'est assez facile à rénover, à poncer, c'est assez durable. Là où le marbre, bien que ce soit encore un produit assez, que j'aime beaucoup, hein, assez unique et premium et haut de gamme, c'est beaucoup plus difficile à rénover, à entretenir, on le sait. Voilà, voilà.
Ouais, l'idée, c'était de vous montrer que éco-concevoir, c'est pas quelque chose de complètement toujours dingue et compliqué, mais c'est se poser vraiment les bonnes questions sur tous ces critères. Encore une fois, du cycle de vie, on l'a vu, circulaire du produit, pour s'assurer qu'il soit le plus durable possible. Parce que c'est vraiment l'objectif, d'un point de vue que ce soit de toute façon économique, faire un bon produit et en plus avoir un impact environnemental qui soit diminué. Un autre cas pour aller un petit peu plus loin, là, contrairement au premier cas, on est clairement sur un brief de départ d'éco-conception. C'est-à-dire de volonté claire d'avoir un produit qui soit en plus, je vais être honnête, il y a deux objectifs, économiques mais qualitatif, durable et éco-conçu. Et on peut penser que ça va pas ensemble. C'est complètement faux. Il y a vraiment des solutions aujourd'hui de conception. Après, voilà, c'est un travail de designer, de développeur, de personnes qui développent du produit. Il y a vraiment des solutions super intéressantes. Là, ça n'a pas été forcément compliqué, mais ça a été vraiment une astuce. Ça a été de travailler, alors encore une fois, un bon produit en bois massif, une collection qualitative avec un unique matériau, donc beaucoup plus facile pour recycler, pour réparer. Faire un produit, donc c'est le sujet principal, démontable, euh, et en plus qui soit quasiment flat pack. C'est assez rare dans le produit milieu de gamme premium d'avoir du produit flat pack. C'est plutôt attribué à des produits en aggloméré, en mélaminé, etc. Nous, on a plus de difficultés, on fait beaucoup plus de meubles montés pour s'assurer de la robustesse, de la durabilité. Et là, on a vraiment travaillé en plus d'un meuble qui se désassemble, un meuble qui va venir, toutes les planches vont venir à plat dans le packing. Donc on a vraiment un impact qui est minimisé, un volume minimisé. On y gagne encore une fois économiquement, donc c'est intéressant. Et puis on a cette idée quand même de meubles qu'on a. Alors là, tout le projet, c'était autour de faire quelque chose de fun, de un peu do it yourself, de t'intéresser un peu aux tendances du moment qui touchent en plus les consommateurs. Voilà pour un deuxième stand. Donc ça, c'est pareil, une collection développée pour un partenaire qui l'a sorti et qui a déjà eu un peu de succès. Donc c'est un fabricant international avec qui on travaille et qui l'a développé à l'international. Voilà. Voilà pour le projet. Excusez-moi, je vois un petit peu. J'en viens au sujet peut-être qui vous intéresse encore plus. C'est l'éco-conception côté acheteur. De votre côté, pour la plupart des personnes connectés hein, qui s'intéressent à ce webinar. Je suis convaincue que l'éco-conception, c'est pas qu'une affaire de designer, de fabricant, d'importateur. C'est aussi, voilà, les acheteurs ont vraiment un vrai rôle à jouer. Dès le brief produit, on peut intégrer des exigences nouvelles, repenser la durabilité. Vous pouvez nous challenger, et j'aimerais être challengé sur est-ce que le produit est robuste, est-ce qu'il est évolutif, est-ce qu'on peut le démonter, comment on peut le réparer. Pouvez exiger de la part de vos fournisseurs des matériaux certifiés ou des matériaux recyclés aussi, ça c'est intéressant. Et peut-être aussi nous aider à casser les codes du produit, du bon produit cher, en montrant que l'éco-conception, ça peut vraiment rimer avec créativité et accessibilité. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il est très important aussi que vous soyez comme nous au courant des régulations en vigueur. Alors c'est de l'information, c'est de la veille constante. Je vous donne un peu des références. On ne sait pas toujours tout, mais c'est assez intéressant. Et il y a des bonnes pratiques complémentaires hein, que je vous incite en tout cas, à vous questionner sur ces questions. C'est le packaging du coup éco-conçu. InDesign peut vous accompagner là-dessus, mais je pense de plus en plus de fournisseurs ou de fabricants développent ce genre de choses. Penser ouais, aux produits KID à optimiser le transport, pardon, notamment dans le grand import, et travailler en collaboration de toute façon avec des partenaires engagés. Pourquoi faire ça? Alors, il y a deux chiffres que j'ai ressortis un petit peu de mes connaissances et voilà, des travaux que je suis. Il faut savoir qu'il y a déjà 2 ans, l'enquête Goodvest le disait, 78% des Français disent ne pas avoir assez d'informations sur ce qu'ils consomment. Il y a vraiment un manque de transparence. Je parlerai un peu après de communication, mais oui, alors j'ai pas l'autre étude, mais oui, le prix et le design sont les premiers choix du consommateur encore aujourd'hui parce qu'il y a une réalité économique française, européenne, parce que voilà, c'est important. L'acheteur, c'est un de ses premiers critères, mais ça vient juste après le fait d'avoir des produits et des entreprises qui développent des produits qui ont un impact environnemental
faibles ou qui se posent des questions là-dessus. Voilà, vraiment, le client ressent un manque de transparence, un manque de communication de certaines marques et ça peut vraiment diminuer, pour le coup, votre chiffre d'affaires. Et des côtés prescripteurs, pour ceux qui travaillent un peu plus en B2B ou avec des pros, ça se développe de plus en plus. Faut savoir que voilà, 9 sur 10, donc ça, c'est un baromètre, encore une fois, il y a 2 ans de Maison Objet, intègrent des produits responsables dans leur projet. Donc clairement, la quasi-totalité. Je pense que c'est des arguments assez forts pour, encore une fois, se poser des questions et essayer d'anticiper. Euh, on a ciblé, enfin, il y a 3 enjeux vraiment intéressants qui sont réels. Il y a une augmentation du chiffre d'affaires qui est vraiment possible. Alors oui, c'est un travail à court terme, moyen terme, qui peut engager des investissements, des changements de process, mais à plus long terme, et on le sait, il y a une création d'augmentation de chiffre d'affaires puisque vous allez répondre réellement à un besoin indispensable sur le marché. Il y a une réduction visible et possible des coûts de production. J'en ai parlé plusieurs fois pendant ce webinaire, mais éco-conception peut rimer avec produits économiques. Ça, c'est assez intéressant. Et d'un point de vue plus interne, il y a vraiment un renforcement de l'engagement des salariés et une amélioration du fonctionnement interne, voilà, des ambitions de chacun quand on se raccroche à ces sujets qui sont, alors, en tout cas pour ma part, très engageants et qui nous touchent. La nouvelle génération, je suis presque plus de la nouvelle génération, mais qui arrive dans le milieu. Apporte une bonne importance, et on le voit hein, même dans les entretiens, dans les questionnements, sur ces sujets-là. Donc les sociétés engagées ont, voilà, ont une image plus intéressante d'un point de vue professionnel. Et enfin, j'en viens à la communication. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'en ai parlé, mais il y a quand même un point de vigilance très fort. Durant mes formations, justement, on a fait des études de cas là-dessus. C'est un très gros avantage si vous mettez en place vraiment de l'éco-conception ou vraiment voilà, des choses intéressantes chez vous de communiquer. Mais il faut absolument bien communiquer. Comme moi, je l'ai fait au début, il faut assumer de ne pas être parfait. On n'est pas tous des experts, on ne peut pas tout faire. Et bien détailler voilà, les raisons pour lesquelles les termes liés à l'écologie sont utilisés. Des fois, on est un petit peu vague. Et il y a vraiment un intérêt à être transparent sur les fiches produits. Nous, par exemple, avec IndyTime, on importe d'Indonésie, du Vietnam. C'est complètement assumé et on met des choses en place pour minimiser l'impact de l'importation du transport. Par contre, d'un point de vue social, d'un point de vue bonne pratique, éco-conception, on en a parlé, on est fier, on le communique avec des choses concrètes. Il faut aussi sortir des chiffres précis et vérifiables. Et ça, souvent, ça passe par passer par des organismes indépendants pour les certifier. Et voilà, et je vous en ai parlé, suivre et intégrer des réseaux d'acteurs engagés, c'est toujours intéressant. Et les choses à ne pas faire, qui me semblent, voilà, pour la petite fin, qui me semblent vraiment importantes, utiliser des termes vagues, utiliser le made in. Alors, le made in n'est pas interdit, mais il n'a pas valeur comment dire, enfin, c'est pas la chose la plus vertueuse, c'est juste une information normale. Utiliser des mots comme écologie à tout va, ne pas être transparent sur les matières, sur le sourcing, sur le pays de fabrication. Il y a encore beaucoup de sites qui ne le mentionnent pas. Avoir une approche trop monocritère. Donc nous, on essaye de pas le faire. Et par exemple, notre bilan carbone n'est pas le seul point d'amélioration chez Anytime. On pense au label FSC, on se fait former, enfin, on est formé sur l'éco-conception, etc., pour avoir une approche la plus globale possible et améliorer nos pratiques. Voilà, se baser que sur une information, par exemple que le métal est complètement recyclable et que c'est un super produit, sans prendre en compte que ben, le métal a un impact carbone super fort, c'est un petit peu voilà, trop monocritère. Et, voilà, et pas se projeter dans l'amélioration, si ce n'est du moins pour anticiper la législation à venir, c'est dommage d'un point de vue communication. Voilà pour le petit final en termes de communication. J'espère avoir donné un point de vue, voilà, un point de vue global sur l'éco-conception, vous avoir expliqué un petit peu mieux nos pratiques.